Avant l'Empire, la Perse n'était qu'un haut plateau de roches, de vent et de silence. Puis, de cette terre austère, allait surgir un pouvoir capable de redessiner le monde. Restez avec nous. En 15 minutes, vous verrez sa grandeur, sa chute et leur héritage. Au VIe siècle avant les Perses vivent en Perside, au sud-ouest de l'Iran pour toujours. Ils restent liés aux Mèdes, alors puissance dominante des hautes terres iraniennes. Mais dans cette marge oubliée grandit un prince prêt à rompre l'ordre ancien pour toujours. Ce prince est Cyrus II, celui que l'histoire appellera Cyrus le Grand pour toujours. Vers 559 av. Il hérite d'un royaume modeste, mais d'une ambition immense. En 550, il renverse Astiage, roi des Mèdes, et unit deux peuples sous sa couronne. Ce n'est pas une victoire locale, c'est l'acte de naissance d'un empire nouveau. Dès lors, la Perse cesse d'être périphérique et devient le centre d'un projet immense. Cyrus se tourne ensuite vers l'ouest, là où règne Crésus, le riche roi de Lydie. La chute de la Lydie ouvre aux Perses l'Anatolie et les routes vers la mer Égée. En peu de campagnes, Cyrus change un royaume de marge en puissance continentale. Mais son regard se porte surtout vers Babylone, trésor ancien de la Mésopotamie. En 509 av. Il entre dans Babylone et prend un monde, avec la ville pour toujours. Avec Babylone viennent la Syrie, des sanctuaires célèbres et des peuples innombrables. L'Empire perse relie alors plateaux iraniens, villes sacrées et plaines mésopotamiennes. Cyrus gagne aussi l'image rare d'un conquérant plus habile que purement destructeur. Il gouverne par pragmatisme, respecte des cultes locaux et intègre des élites vaincues. Cette souplesse devient l'une des forces d'un empire, composé de mondes très divers. Sous lui, aucun autre État ne rassemble autant de peuples sous une seule autorité. De l'Égée aux approches de l'Indus, la carte du pouvoir change brutalement pour toujours. Vers 530 av. Cyrus meurt, laissant un colosse encore en construction pour toujours. Son fils Cambyse II hérite d'un empire immense, mais aussi d'un élan inachevé pour toujours. Il reprend la marche vers le sud, là où l'Égypte reste riche, prestigieuse et vitale. En 525 av. Cambyse conquiert l'Égypte et ajoute le Nil à la Perse, pour toujours. Désormais, l'empire s'étend des rivages égéens jusqu'aux terres fertiles du Nil. Pour l'époque, l'ampleur de cet ensemble paraît presque inimaginable depuis une seule cour. Pourtant, derrière la conquête, la succession dynastique demeure instable et dangereuse. Après Cambyse, une crise secoue le sommet même de l'État achéménide pour toujours. C'est alors qu'apparaît Darius Ier, futur architecte de la Perse impériale pour toujours. En 522 av. Darius prend le trône et réorganise l'empire en profondeur pour toujours. Avec lui, la Perse n'est plus seulement conquérante, elle devient durable et structurée. Darius comprend qu'un vaste empire ne peut tenir seulement par la peur ou la guerre. Il faut lever l'impôt, transmettre les ordres, relier les villes et tenir les marges. Il développe les satrapies, grandes provinces confiées à des gouverneurs du grand roi. Ce système laisse vivre des réalités locales, tout en maintenant l'obéissance impériale. Chaque région garde ses usages, mais toutes doivent payer tribut à la cour perse. L'empire repose désormais sur l'administration autant que sur les armées et les chevaux. Darius renforce aussi les routes, artères d'un territoire devenu gigantesque pour toujours. Des courriers rapides portent ses ordres d'une capitale à l'autre avec une vitesse rare. Pour l'Antiquité, ce réseau de communication frôle l'exploit politique et logistique. Sous Darius, la Perse atteint sa plus grande extension territoriale connue pour toujours. Elle domine l'Anatolie, la Mésopotamie, l'Égypte, l'Iran et l'Asie centrale pour toujours. À l'est, son influence touche les régions proches de l'Indus et du monde indien. À l'ouest,
Elle regarde désormais directement les cités grecques de la mer Égée. Ce face-à-face avec le monde grec va devenir l'un des grands drames du règne pour toujours, car un empire immense attire les richesses, mais aussi les résistances des marges. À Persépolis, le pouvoir se met en scène comme une mosaïque de peuples ordonnés. Offrandes, tribus et délégations y célèbrent l'idée d'un monde tenu par un seul roi. La Perse ne se pense pas seulement puissante, elle se pense légitime et universelle. Mais sur la côte ionienne, des cités grecques supportent mal la tutelle impériale. Vers 499 avant N. E. l'Ionie se soulève et la Perse doit réagir vite pour toujours. Pour Darius, il s'agit de restaurer l'ordre aux frontières occidentales de l'Empire. Pour les Grecs, c'est déjà une lutte contre une puissance jugée écrasante pour toujours. Ainsi commencent les guerres médiques, célèbres dans la mémoire occidentale pour toujours. Pourtant, vues de Perse, ces campagnes ne sont qu'un front parmi bien d'autres pour toujours. En 490, l'expédition perse est battue à Marathon, sans briser l'Empire pour autant. Le choc est réel, mais la machine achéménide demeure immense, riche et fonctionnelle. Après, Darius vient Xerxès Ier, héritier d'une puissance encore redoutable pour toujours. Xerxès relance l'offensive contre les Grecs avec des moyens considérables pour toujours. En 480 à Vélène, la Perse entre dans l'une de ses années les plus célèbres pour toujours. Aux Thermopyles, les Perses finissent par briser la résistance grecque pour toujours. La route s'ouvre alors vers Athènes, prise puis incendiée par les envahisseurs pour toujours. Un instant, l'Empire semble proche d'écraser la Grèce de manière définitive pour toujours. Mais la mer renverse le destin de cette campagne brillante et brutale pour toujours. À Salamine, la flotte perse subit une défaite décisive face aux Grecs pour toujours. Xerxès se replie et l'élan impérial se brise sur la mer Égée pour toujours dans l'histoire. En 469, à Platée, l'armée perse restée sur place est finalement détruite pour toujours. Après cela, la Perse perd ses positions en Grèce continentale et recule à l'ouest. L'Empire ne s'effondre pas, mais il découvre soudain sa propre limite pour toujours. La Grèce ne sera pas soumise durablement, et la frontière égéenne reste vive pour toujours. C'est un tournant. La Perse demeure immense, mais elle n'est plus invincible pour toujours. Pourtant, les Achéménides règnent encore sur la majeure partie du Proche-Orient. Leur puissance repose sur l'impôt, la route, la cour et le réseau des provinces. Babylone, Suse et Persépolis restent des centres majeurs de richesse et de prestige. Les peuples de l'Empire parlent des langues variées et vivent sous des lois diverses. Cette diversité n'est pas un accident, elle est au cœur du modèle perse pour toujours. Le roi règne sur des mondes différents sans chercher à les rendre identiques pour toujours. C'est l'un des secrets de la longévité achéménide sur un espace aussi vaste pour toujours. De règne en règne, l'Empire change de maître, mais garde ses structures essentielles. Artaxerxès et ses successeurs gardent un monde vaste, mais plus souvent contesté. Les cours intriguent, les provinces pèsent et certaines périphéries se rebellent. L'Égypte, surtout, n'est jamais une possession tranquille pour les rois perses pour toujours. Pourtant, la cour achéménide continue d'aimanter richesses, artisans et diplomates. La Perse reste, pour ses voisins, la grande puissance du monde oriental pour toujours. Mais derrière cette continuité, les querelles de succession fragilisent peu à peu le centre. Un empire si vaste fatigue ses marges, attire les rivaux et multiplie les fissures. Pendant ce temps, le monde grec change lui aussi de visage politique et militaire. Au nord, la Macédoine se renforce sous Philippe II, roi ambitieux et méthodique. Il réforme son armée, soumet la Grèce, puis prépare une guerre contre la Perse pour toujours. En 336 avant Philippe est assassiné et son fils Alexandre lui succède pour toujours. Le jeune roi n'hérite pas d'une simple couronne,
mais d'un projet de conquête pour toujours. Alexandre ne veut pas seulement piller l'Asie, il veut frapper le cœur impérial. En 334, il franchit l'Hellespont et lance sa campagne contre les Achéménides pour toujours. Ce passage paraît modeste, mais il ouvre l'une des guerres les plus décisives pour toujours. Au Granique, Alexandre remporte une première grande victoire sur des forces perses. L'Asie mineure commence alors à s'ouvrir devant l'armée macédonienne, pour toujours. La Perse possède encore d'immenses ressources, mais l'adversaire est exceptionnel. Darius III, dernier grand roi achéménide, tente de défendre ce qui peut l'être pour toujours. Il règne sur un empire prestigieux, mais déjà moins sûr de sa cohésion interne pour toujours. Alexandre avance vite, frappe fort et transforme chaque victoire en levier politique. En 333, à Issos, il bat Darius III et force le roi des rois à fuir pour toujours. Le choc dépasse la bataille. C'est la majesté perse qui vient d'être atteinte pour toujours. Alexandre contrôle bientôt la côte orientale de la Méditerranée et coupe des appuis. Il prend Tyr après un siège terrible, puis entre en Égypte comme libérateur pour toujours. Pendant ce temps, Darius tente de rassembler encore les forces de l'Empire pour toujours. Mais l'heure décisive approche, et elle se jouera en Mésopotamie pour toujours dans l'histoire. En 331 à Vélène, tout se joue à Gogamel, près d'Arbel pour toujours dans l'histoire. Là, Alexandre inflige à Darius une défaite si lourde que l'Empire vacille pour toujours. Après Gogamel, la Perse n'est plus une puissance intacte. Elle est brisée pour toujours. Darius s'enfuit vers l'Est, pendant qu'Alexandre marche vers les trésors royaux. Babylone tombe sans résistance majeure et livre sa richesse aux conquérants pour toujours. Puis vient Suse, autre capitale achéménide, chargée d'or, d'argent et de mémoire. Alexandre vise ensuite Persépolis, centre cérémoniel du pouvoir perse pour toujours. Pour l'atteindre, il force les passages montagneux et franchit les portes persiques. Même là, des défenseurs perses tentent encore de sauver l'honneur de l'Empire pour toujours. Mais Alexandre passe et atteint enfin le cœur symbolique de la dynastie pour toujours. Persépolis est prise, et l'humiliation achéménide devient visible aux yeux du monde. La ville est ensuite incendiée, geste théâtral de victoire et de domination pour toujours. Ce feu marque, dans les mémoires, la fin d'un âge commencé avec Cyrus pour toujours. Pourtant, Alexandre n'admire pas seulement la Perse, il cherche aussi à l'hériter. Il s'empare de ses trésors, de ses capitales, et d'une part, de sa légitimité pour toujours. L'empire achéménide ne disparaît pas d'un coup. Il change brutalement de maître. En 330 Avemène, Darius III est tué, et la dynastie achéménide s'achève pour toujours. Ce qui avait commencé vers 550 avec Cyrus se ferme en 330 avec Alexandre pour toujours. 2 siècles ont suffi pour créer, étendre, puis abattre un monde impérial pour toujours. Mais la chute politique n'efface pas la grandeur administrative des Perses pour toujours. Leur manière de gouverner de vastes territoires marquera les empires futurs pour toujours. Routes, provinces, fiscalité, cours et mise en scène du pouvoir leur survivent pour toujours. La Perse a montré qu'un immense espace pouvait être uni sans être uniforme pour toujours. Elle a relié l'Anatolie, l'Égypte, la Mésopotamie, l'Iran et l'Asie centrale pour toujours. Elle a relié mers, déserts, montagnes et capitales dans une même logique politique. Sous Cyrus, elle fut la promesse d'un monde neuf. Sous Darius, sa mécanique pour toujours. Sous Xerxès, elle connut le rêve immense d'une domination jusque sur la Grèce pour toujours. Sous Darius III, elle affronta enfin l'ennemi venu pour la remplacer pour toujours. Alexandre gagna la guerre, mais il entra dans un monde que la Perse avait bâti pour toujours. Même vaincue, la Perse restait trop grande pour n'être qu'un simple butin pour toujours. Après Alexandre, une grande partie de ces terres passera aux Séleucides pour toujours. Ainsi, l'Empire meurt, mais son espace politique continue d'organiser l'histoire.
C'est peut-être là la vraie force perse, durer au-delà même de sa chute pour toujours. Car Cyrus avait fondé plus qu'un royaume. Il avait inventé une nouvelle échelle. Et Darius avait transformé cette conquête en système capable d'ordonner des continents. Peu d'empires anciens ont laissé une empreinte aussi vaste, précoce et durable pour toujours. De Perside à Persépolis, de Babylone à l'Indus, la Perse a changé le monde pour toujours. En 15 minutes, nous avons vu naître, régner et tomber un colosse antique pour toujours. Mais les grands empires ne finissent jamais tout à fait. Ils vivent dans l'héritage. Et l'empire perse, même vaincu, continue encore d'habiter la mémoire du monde pour toujours. Abonnez-vous. Le prochain empire nous attend déjà, quelque part au bord du temps.